j'aimerais que vous nous parliez de votre parcours de vie en fait, puisqu'on a tous des parcours de vie atypiques et on est tous peut-être amenés à un moment à s'orienter vers de la décroissance, ralentir, penser différemment une manière de consommer et d'agir au quotidien. Donc quels sont en fait les cheminements intellectuels qui vous ont amené à la décroissance? Je précise que tout dépend de la définition que l'on donne de la décroissance. Parce que comme le disait Fabrice Flippo à l'instant, il y a un socle commun que je partage, et celui de ne pas croire dans la croissance du PIB comme la solution à tous les problèmes. Donc ça, entièrement d'accord. Après, évidemment, il faut rentrer dans le détail. Et moi, je me situe plutôt du côté de Serge Latouche, qui est un des fondateurs du courant de la décroissance en France, qui est un contemporain, qui est né en 1940. Mais Serge Latouche se présente comme un objecteur de croissance plutôt que comme un décroissant, et il considère que le mot décroissance peut se retourner contre lui-même, et en tout cas créer des obstacles à la compréhension du plus large public sur ce que l'on veut dire. Et je dois dire que nous, qui sommes des démondialisateurs, nous rencontrons un peu le même problème, parce que quand nous disons nous voulons démondialiser, un certain nombre de gens interprètent cette expression comme une volonté, repli, etc. Alors ce n'est pas ça du tout, au contraire. Alors, la décroissance et la démondialisation sont des cousins, de mon point de vue. Et où est-ce que vous vous situez plus comme un démondialisateur ou plus comme un décroissant? Moi, j'inclus la décroissance dans la démondialisation. Pour moi, le concept, la notion la plus large, c'est celle de démondialisation. Pourquoi? Parce que, je vais en dire deux mots, parce qu'elle englobe la totalité de la réalité à la fois économique et sociale, mais également géopolitique et institutionnelle, ce que ne fait pas la décroissance, qui, pour l'instant, en l'état du développement de sa pensée, n'en est pas encore là. Donc, de mon point de vue, le concept le plus large, c'est celui de démondialisation, qui doit intégrer des éléments de décroissance. Alors, un mot sur la démondialisation et l'articulation possible avec la décroissance. D'abord, sur le plan politique, moi, je trouve qu'il y aurait intérêt à multiplier les échanges entre les démondialisateurs et les partisans de la décroissance. Les partisans de la démondialisation et les partisans de la décroissance, parce que nous avons des articulations à trouver ensemble. Alors, un mot sur ce que nous appelons la démondialisation. Et je fais un peu le parallèle avec ce que disait Fabrice Flippo à l'instant. Quand il parle de décroissance, évidemment, ça fait référence à la croissance. Quand nous parlons de la démondialisation, ça fait référence à la mondialisation. Mais la petite différence vient du fait que nous ne parlons pas de n'importe quelle mondialisation. Nous ne parlons pas de la mondialisation séculaire, des mouvements de population, des échanges culturels. Ça n'est pas de cela que nous parlons. Nous parlons de la mondialisation néolibérale. C'est de cela dont nous parlons. C'est-à-dire une stratégie politique qui a été décidée par les classes dirigeantes de la triade Japon, États-Unis, Europe, à la fin des années 60, pour faire front à trois phénomènes concomitants qui mettaient en cause, qui mettaient en péril leur système de domination. C'est d'abord le mouvement des pays non alignés, c'est-à-dire des pays qui se libéraient du colonialisme et qui, de fait, rompaient avec les métropoles, rompaient avec le système occidental, et qui déjà, à l'époque, ils n'utilisaient pas, bien sûr, le mot de décroissance, mais ils utilisaient la notion
de nouvelles formes internationales, de nouveaux modes de développement, un développement non aligné sur les modes de développement stakhanovistes des pays communistes et productivistes des pays de l'Occident. Leur expérience a échoué, mais à l'époque, ils ont mis en cause, ils ont affaibli le camp occidental. Et si on revient à aujourd'hui, vous êtes candidat à l'élection présidentielle 2017. Et sur votre chaîne YouTube, par exemple, vous titrez une vidéo Jacques Nikonov, candidat hors système à la présidentielle. Oui. Est-ce que du coup, vous situez la démondialisation, comme hors système et plus hors système? Deux mots, ce que je disais, il y a déjà ce premier pilier, cette première raison de la mondialisation néolibérale, c'est cette volonté de rediscipliner les pays en voie de développement. Le deuxième objectif de la mondialisation néolibérale, c'est de briser les mouvements sociaux des années 60 et 70. L'union entre les jeunes, la jeunesse et les ouvriers, par exemple, au moment de 1968. Et puis le troisième élément, c'est le système communiste, quoi qu'on en dise, qui empêchait le développement des firmes multinationales dans ces pays-là, qui limitaient les possibilités de progrès. Bref, je referme cette parenthèse. Démondialiser, ça veut dire sortir de cet ordre néolibéral mondial. Ça veut dire sortir de la... Et les piliers sur lesquels repose la mondialisation, c'est 1, le libre-échange, 2, la globalisation financière, et 3, les traités internationaux avec les institutions multilatérales gardiennes de l'ordre néolibéral mondial. La démondialisation, c'est sortir du libre-échange, c'est sortir de la globalisation financière, c'est sortir des traités internationaux et des instances multilatérales. C'est donc sortir de l'Europe, l'Union européenne, sortir de l'Union européenne, sortir de l'euro, sortir de l'OMC, sortir du FMI. C'est ça. Sortez pas tout de suite de la salle. C'est ça la démondialisation. En quoi c'est lié à la décroissance? Eh bien parce qu'il faut faire décroître le commerce international. Il faut faire décroître la puissance des firmes multinationales et leur mode de production. Et dans un instant, tout à l'heure, je citerai simplement nos 6 principes de politique économique et vous verrez qu'on se retrouve sur un certain nombre de points parce qu'il y a incompatibilité fondamentale entre la mondialisation néolibérale et le développement sain des populations, de l'économie. On ne peut pas, il y a opposition frontale entre la décroissance et la mondialisation néolibérale. Merci Jacques Nikonov. Oui, je vais dire un mot sur cette question, mais je vais commencer par donner mon point de vue sur la question précédente. Quand vous parliez, si vous le souhaitez. Si vous êtes d'accord. Je suis d'accord, ça marche. Quand vous parliez de la... Est-ce que vous interrogez, est-ce que la décroissance est possible à l'échelle internationale? Moi, je veux dire un petit mot parce qu'on est dans notre sujet à nous. Hein. C'est là que les connexions entre décroissance et démondialisation sont les plus fortes. Un mot là-dessus. À mon avis, il y a 2 niveaux d'action. Il y a le niveau, la base, disons, qui est l'addition des comportements individuels et des comportements collectifs, des luttes sociales partout dans le monde, et qui peuvent, à un moment donné, converger et déboucher vers comme disait mon voisin, Vincent Fayet, c'était Karl Polanyi. En effet, c'est une référence pour nous également, puisque, que dit-il? La critique que l'on doit faire de l'économie, c'est qu'elle s'est désencastrée de l'économie. Et précisément, c'est ce que nous voulons. Et faire en sorte que l'économie soit une propriété de la population. Et s'il y a un puissant mouvement individuel et collectif généralisé de désencastrement, de sortie, disons, de l'économie néolibérale, dans les comportements de consommation et de production, parce que là, il ne s'agit pas seulement des consommateurs,
il s'agit aussi des producteurs, et on fait le lien avec la durée du travail. Ça, c'est un élément qui est tout à fait essentiel. Mais il faut l'articuler avec le deuxième échelon, qui est l'échelon, disons, géopolitique. Parce que l'échelle internationale est une échelle adémocratique. C'est un échelon qui est dominé par les classes dominantes, par définition. Et si l'on veut avancer vers la démondialisation et des éléments de décroissance, il faut que les États prennent des décisions unilatérales. C'est-à-dire, prenons l'exemple, un exemple concret, celui du libre-échange. Si on attend qu'il y ait un vaste mouvement qui débouche sur une réforme de l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, par elle-même, ça n'arrivera pas. La probabilité que cela advienne est extrêmement faible. En revanche, là où il y a des démarches politiques, des actions politiques qui peuvent aboutir à ce que des États décident de sortir de l'Organisation mondiale du commerce, c'est-à-dire de refuser le libre-échange et de mettre à la place un système d'accords bilatéraux, des accords qui ne soient pas conclus entre les entreprises, parce qu'il faut retirer le commerce international des firmes multinationales. Ça doit redevenir un élément démocratique. Ce sont les populations qui doivent gérer et penser le commerce international sur la base des besoins. Et on peut, de la sorte, engager un processus, évidemment, qui ne sera pas généralisé, mais qui peut provoquer des effets boule de neige. Parce que, on le voit bien avec le Brexit. Le Brexit, ça a choqué beaucoup de gens. Il y a des contradictions. Mais on nous disait qu'on ne peut pas sortir de l'Union européenne. La preuve est faite que c'était faux. Ils ne sont pas encore sortis. Mais ils sont dans cette perspective. Et le fait qu'il y ait un pays qui donne l'exemple, ça peut provoquer une dynamique qui va s'articuler avec des dynamiques locales. Nous, on voit plutôt les choses comme ça en matière de libre-échange, en matière de globalisation financière, pour mettre un terme, et on peut le faire à l'échelle nationale. La domination des firmes multinationales, c'est à l'échelle nationale qu'on peut les combattre le plus efficacement, contrairement à toutes les illusions qui sont déversées sur la population par les grands médias, évidemment. Ils ont peur que les gens se rendent compte de ça. Et puis le dernier élément, c'est évidemment la souveraineté, la démocratie. Parce que la mondialisation néolibérale a ceci d'extraordinaire que son troisième pilier, c'est d'avoir mis en place des traités internationaux qui interdisent aux élus, quels qu'ils soient, de gauche, de droite, de mener les politiques qu'ils veulent. Et on voit qu'aujourd'hui, élire une majorité de gauche ou une majorité de droite, ça revient sur le fond au même, parce qu'ils se plient aux traités internationaux de libre-échange, du Fonds monétaire international, de l'Union européenne, de l'euro. Il faut donc reconquérir, il faut la décroissance de la mainmise des traités internationaux sur les nations. Je viens de dire un mot rapide sur chacune des questions. Sur la première, est-ce que la démondialisation risque d'avoir un effet sur les guerres en Europe? Alors moi je dirais d'abord, pour répondre, il ne faut pas oublier que l'Union européenne est un instrument de la guerre froide. L'Union européenne a été mise en place au lendemain de la Seconde Guerre mondiale par un processus étalé sur plusieurs années, mais à l'initiative des États-Unis. Je vous invite à lire les nouvelles informations qui sortent des archives américaines, et notamment celles qui ont été publiées par Robert Saleh, qui est un économiste tout à fait européiste, pro-Europe, socialiste, propre sur lui, pas de problème. Mais Robert Saleh a une honnêteté intellectuelle qui l'a poussé à essayer de comprendre pourquoi la crise de l'euro de l'Union européenne. Et il est allé chercher, il s'est demandé s'il n'y avait pas un vice caché, un vice de construction
dans le système de l'Union européenne. Et il a trouvé des choses étonnantes parce que, au bout de 50 ans, vous connaissez la règle des archives, elles s'ouvrent, et les États-Unis ont ouvert leurs archives d'après la Seconde Guerre mondiale. Et on découvre dans ces archives la manière dont les dirigeants américains ont impulsé la construction européenne et comment ils ont instrumentalisé le gouvernement français avec leurs agents, Jean Monnet et Schuman, qui finalement ont bâti ce système de la guerre froide. Système de la guerre froide, je rappelle que l'Union européenne est membre de l'OTAN. L'OTAN, système au service de l'ordre néolibéral mondial, du système impérialiste américain, appelons les choses par leur nom. Il ne fait que jeter de l'huile sur le feu en Ukraine, en Yougoslavie à l'époque, en Libye, en Irak, partout où il y a des foyers, l'Union européenne, les dirigeants de l'Union européenne versent de l'eau sur le feu. Et puis pour terminer, le système sur lequel repose l'Union européenne, celui du principe central de la concurrence libre et non faussée, du libre-échange, est un système de guerre commerciale. Or, on sait très bien que la concurrence, l'opposition entre les peuples, la mise en concurrence des peuples et des nations, et le fait qu'on tente de conquérir des marchés, c'est-à-dire d'exporter son système social chez les autres et de créer de la dette chez les autres, c'est facteur de guerre. Et démondialiser, ça veut dire sortir de tout cela, c'est remettre des relations différentes entre les nations et entre les peuples, basées sur la coopération, desquelles on sort les enjeux économiques. Donc la démondialisation, c'est un facteur de paix. Oui, d'abord une précision, l'accord de la COP 21 ne résulte pas d'une institution internationale. Il n'y a pas d'institution internationale. C'est une conférence internationale à laquelle participaient les représentants des États. Et c'est un traité international entre États. On ne peut pas dire, par conséquent, que des institutions internationales peuvent aider certains processus. Ça n'est pas le cas pour la COP 21. Par ailleurs, est-ce qu'on peut raisonnablement croire, on peut l'espérer, parce que je pense que nous devons être nombreux à partager le principe d'égalité, le souhait qu'il y ait une égalité à l'échelle planétaire entre les individus. Mais dans la réalité, croit-on que le passage d'un État à un autre et la définition de ce qu'est le standard auquel il faudrait parvenir, est-ce que nous croyons que c'est quelque chose qui est d'abord souhaitable? Je ne sais même pas si c'est souhaitable, compte tenu d'abord des choix individuels et collectifs, des histoires, des traditions, des nouveaux développements, des religions, de tout ce que vous voulez. Je ne sais pas si c'est souhaitable et si c'est possible. Il faut regarder ce que l'on peut faire à la fois dans le long terme, mais aussi dans le cadre des rapports de force internationaux. Donc nous, la stratégie que nous développons, c'est une stratégie de rupture unilatérale. C'est-à-dire que nous insistons pour que dans chaque pays, en fonction des cultures, en fonction des mobilisations sociales, en fonction de l'agenda politique de ces pays rompent avec l'ordre néolibéral mondial. Les ruptures doivent se faire sur les points, sur les piliers. Il faut scier les piliers sur lesquels repose le système de la mondialisation néolibérale. Le libre-échange, la globalisation financière, les traités internationaux, les institutions multilatérales. Imaginons qu'en France, il y ait un gouvernement qui soit issu de ces idées, un gouvernement démondialisateur. Que doit-il faire très vite? Il doit sortir de l'euro, sortir de l'Union européenne, sortir de l'OMC, sortir du Fonds monétaire international, sortir de l'OTAN et sortir de la Banque mondiale. Ça n'est pas compliqué. Est-ce que ça remet en cause quoi que ce soit vis-à-vis des autres pays? Ça ne remet rien en cause. Est-ce que ça pose des problèmes pour les pays qui sortiront de ce système? Je signale qu'il existe déjà des pays
qui ne sont ni dans l'Europe, ni dans l'Union européenne, ni dans l'OTAN, ni à la Banque mondiale, pas beaucoup, ni au FMI, il n'y en a pas beaucoup, ni à l'OMC, il n'y en a pas beaucoup. Mais ces pays existent, hein, et en quoi ça nous posait un problème? Il n'y a pas de problème d'autarcie. Parce que, regardez le commerce mondial. Qu'est-ce qui s'échange aujourd'hui en matière de commerce international? Ce sont les mêmes objets. On achète des voitures et on vend des voitures. Or, à l'origine, le commerce mondial, c'est quand même pour acquérir d'abord des matières premières, évidemment, donc il y aura toujours cette partie d'acquisition de matières premières, tant qu'on ne sait pas faire autrement. Et puis, il y a des échanges de biens, mais on achetait des biens agricoles, notamment parce que les puissances coloniales ont interdit le développement industriel à leurs colonies. Donc, c'était des matières premières et c'était des produits agricoles. On peut se passer d'un très grand nombre de biens manufacturés parce que nous pouvons les fabriquer. Qu'est-ce que ça change si on ne peut plus importer de BMW et de Mercedes? Franchement, il faut faire décroître. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des quotas d'importation. Là, c'est une décision unilatérale. Un quota d'importation, ça veut dire, eh bien, cette année, puisqu'on ne peut pas avoir un accord commercial d'équilibre avec l'Allemagne, les deux problèmes, c'est l'Allemagne et la Chine, puisque nous sommes endettés. Merci, monsieur Nicolas. On va passer aux questions. Je termine en un mot. On met en place des quotas d'importation qui font qu'on réduit les importations de biens manufacturés. Ça, c'est un exemple de décroissance tout à fait pertinent. Eh bien, nous voilà avec Moi, je veux bien répondre à la question de notre ami qu'il avait posée déjà tout à l'heure et à laquelle je n'avais malheureusement. Quelle question vous pouvez nous rappeler? Celle, la dernière, qui concerne les parcours de vie et comment il y a eu des témoignages qui ont été faits. Moi, je veux témoigner également, puisque c'est l'invitation que vous avez donnée. Alors, moi, j'ai été ouvrier pendant 10 ans. Je faisais de la soudure à la chaîne, pas à la chaîne aux pièces. Qu'est-ce qu'on retire de ça, après vous? Ben, moi, je vais vous dire ce que je retire de ces 10 ans de vie. Je retire d'abord la camaraderie. Le fait que, malgré les divergences politiques entre les ouvriers, les divergences syndicales, à l'époque, il n'y avait pas de question religieuse, ceux qui font grève, ceux qui font pas grève, il y avait une camaraderie. C'est-à-dire qu'il y avait un sens du collectif. Et ça, je trouve que dans la société dans laquelle nous sommes, il y a une perte absolument considérable du sens du collectif. Le collectif, c'est le moyen d'avancer. C'est comme ça qu'on va avancer. Dans les luttes, bien entendu, mais pas seulement dans les luttes, à l'extérieur, dans la vie quotidienne, le fait de se dire bonjour le matin. J'ai travaillé après dans des bureaux. La différence, c'est qu'à l'usine, dans l'atelier, une usine de plus de 1000 personnes, dans mon atelier, il y avait 100 personnes, tout le monde disait bonjour à tout le monde le matin. Tout le monde allait se serrer la main. Mais est-ce que ça se fait encore de cette façon? Non, de moins en moins. Vous voyez, des petites choses comme ça qui font qu'il n'y a pas d'indifférence. Il n'y avait pas d'indifférence avant. Ça, c'est pour moi une grande leçon qui m'anime toujours la volonté, le souhait de réconcilier l'individu et le collectif. La deuxième chose que je retire de cette expérience, c'est la nécessité de changer la production, de changer le mode de production, parce que les ouvriers, mais il faut voir ce qu'ils subissent en termes de contraintes de toutes sortes, le bruit, la poussière. Ce sont les premiers à être intoxiqués par le système. Il faut donc ne pas oublier les ouvriers. Or, dans la société dans laquelle nous sommes, pour des raisons très variées, politiques, culturelles, idéologiques, d'ignorance, on oublie les ouvriers. L'ouvrier n'existe plus. Je répète, il existe encore des millions d'ouvriers qui sont et qui n'ont plus de représentation politique.
Le problème, c'est que pendant des décennies, le monde ouvrier, le monde populaire, avait une représentation politique qui était, disons, la gauche, surtout le Parti communiste. Mais aujourd'hui, c'est la fin du cycle du communisme et de la gauche réformiste. C'est terminé. Et il n'y a pas de système d'explication du monde de remplacement. Les ouvriers n'arrivent plus à lire le monde tel qu'il est aujourd'hui. On leur offre sur un plateau leur voix, offre leur voix à des organisations comme le Front National. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement grave. Et puis, j'en déduis de cette expérience qu'il faut aller vers la mutation écologique des modes de production. On n'a pas le temps de parler de ça. Mais ça mériterait qu'il y ait des discussions sur ce que cela signifie. D'abord, le choix des produits. Est-ce qu'on produit vraiment les choses utiles, les choses nécessaires? La réponse est non. Bon, on n'a pas le temps. Ma deuxième expérience. Moi, j'ai habité au 4000 logements de la Courneuve pendant 23 ans. Je retire une chose de cette expérience. Pourquoi il y a tant de difficultés dans ces quartiers qu'on appelle défavorisés? Il y a des difficultés de tous ordres. Aujourd'hui, on voit que ça prend des formes extrêmement bizarres avec des éléments de djihadisme. Il ne faut pas nier la réalité, il ne faut pas se mettre la tête dans ça. C'est la question de l'emploi. C'est la question de l'emploi. Il y a dans ce pays une méconnaissance de ces questions-là, de la souffrance que ça provoque. Le fait qu'un certain nombre de jeunes ne pourront jamais être égaux aux autres parce qu'ils n'ont pas d'emploi. Et ils ont compris que par leur nom, par leur couleur de peau, par leur lieu d'habitation, ils sont privés de l'emploi. Alors il y en a qui se réjouissent, qui disent mais c'est super, y compris des décroissants, qui se disent c'est super parce qu'on est déjà dans la décroissance. Mais c'est de la folie de raisonner comme ça. Parce qu'on raisonne indépendamment. On ne tient pas compte de ces gens-là, on tire un trait sur eux. Ces quantités de milliards, ce sont des pauvres types qui ne comprennent que par l'emploi. Je regrette. Là-dessus, il faut être absolument féroce. Il faut l'emploi pour tous. Sauf que, c'est pas le même emploi. Ça ne doit pas être le même emploi. Il faut élargir la notion de travail. Est-ce que quelqu'un comme Gork, d'ailleurs, évoquait la production de société et la production de soi-même? Ça, c'est du travail. Ça n'est pas production de société, production de soi-même. On n'a pas le temps d'en parler. Simplement, réfléchissons à ces questions-là. Comment? C'est une très belle phrase. Alors, je termine sur un troisième. Merci de tes encouragements. Alors, je termine sur une troisième expérience. Moi, j'ai fait l'École nationale d'administration. Je suis un énarque. J'ai travaillé dans la haute administration pendant un peu plus de 10 ans. Aujourd'hui, je suis prof à l'université Paris-Lyon. J'ai été en poste à New York, à Wall Street, pendant 3 ans. Qu'est-ce que je retire de ça? 2 choses. La première, c'est que la haute administration, l'État, a été colonisé par les agents du système de la mondialisation néolibérale. Ça passe par quoi? Ça passe par des citants comme le groupe de Bilderberg. Ça passe par le club Le Siècle en France, dans lequel on retrouve tous les gens bien, les gens de la CFDT, les gens du Parti socialiste, les syndicalistes, des grands patrons, des hauts fonctionnaires. Ce sont ces gens-là, avec des éléments de droite évidemment, qui fabriquent l'idéologie, qui se répartissent les postes et qui donnent des orientations. La caricature la plus caricaturale, je ne trouve pas d'autres mots, c'est M. Macron. Mais je vais sortir une étude, là je suis en train de terminer une étude, je n'en reviens pas. Je n'en reviens pas. Je crois que tout le monde a un peu soif. Macron, alors voilà. Et ben Macron, c'est jupé avec des cheveux. Voilà.